Merci de vous être levé tôt pour cette toute première table ronde de l'édition 2022 d'Hypermonde. C'est bon, on a le visuel derrière. Donc effectivement, cette table ronde d'entrée s'appelle Nouvelle-Aquitaine, Terre utopique. C'est une entrée dans le monde de l'imaginaire et de la science-fiction tranquille, puisqu'on va parler beaucoup du territoire et puis des liens entre l'utopie et puis le territoire. Donc on est en présence d'un panel bigarré d'élus, de techniciens, d'auteurs, d'autrices. Ils vont se présenter rapidement. Et donc autour de cette thématique-là, derrière, ce qu'on essaiera de voir, c'est comment la science-fiction et l'imaginaire va pouvoir inspirer le décideur, l'élu, pour appliquer sur le territoire des décisions politiques touchant le grand public, et voir s'il y a des relations lointaines, courtes, etc. On détaillera tout ça. Alors je vous propose, on a 50 minutes, dont on gardera un moment pour des questions, donc ça veut dire qu'on a un moment assez court. On va démarrer tout de suite avec un petit tour de table. Je vous présente chacun va se présenter. On n'est jamais mieux présenté que par soi-même. Allons-y, Pierre. On commence comme ça. Parrain de l'année dernière, de l'édition Continuité. Invité cette année, touriste quoi. Je suis auteur de science-fiction, parce que je n'ai pas écrit que dans le domaine de la science-fiction, mais c'est principalement de la science-fiction que j'écris. Un peu de fantasy, quelques romans contemporains. Voilà, donc je suis à 70 romans maintenant et une cinquantaine de nouvelles. Donc voilà, on pourra en parler plus longtemps après. Alors donc moi c'est Ève Gabriel, donc moi c'est mon deuxième roman, donc je suis au tout début par rapport à Pierre. Et donc je suis aussi élue à la ville de Bordeaux et au département de la Gironde. Et donc moi je suis Vanessa Fergeronneau et je suis adjointe au maire déléguée à la culture. Merci, et moi c'est Antoine Chotard, je travaille pour ADI Nouvelle-Aquitaine, qui est une agence régionale de l'innovation et du développement, donc on travaille surtout avec les entreprises et sur le développement économique. Et j'ai une formation en prospective territoriale, et j'ai beaucoup travaillé sur les sujets que tu connais bien Laurent-Pierre, sur l'économie numérique notamment, et aujourd'hui sur d'autres sujets, notamment des sujets liés aux transitions écologiques et environnementales des entreprises. Merci, et moi je suis Laurent-Pierre Gilliard, donc je suis le responsable financier et communication du festival, et dans la vie civile, je travaille sur un incubateur de start-up dans la région. Alors on va commencer avec Vanessa. On va revenir sur un projet d'aménagement urbain sur Mérignac qui nous a semblé intéressant parce que c'est peut-être un tracé d'une utopie dans le temps. On parle du quartier Mérignac-Soleil, qui a accueilli dans les années 60 le premier Carrefour, centre commercial Carrefour, qui était l'aboutissement d'une utopie dans les années 60 sur la consommation, les grandes surfaces, et aujourd'hui qui est en train de changer vers une autre utopie de réhabilitation urbaine. Donc ça nous donnera un élément de départ. Alors ce quartier, comme vous l'avez dit, c'est essentiellement du bitume et des hangars, puisqu'on ne parle pas de commerce de proximité, mais de grandes enseignes. Et donc c'est un quartier qui, effectivement, à l'époque, était un aboutissement, permet d'arriver à un modèle de consommation qui a été souhaité. Mais on voit bien les limites de ce modèle. Et Alain Anziani, avec l'équipe municipale précédente, a initié dès 2014 un changement. Il a souhaité retravailler complètement cette zone-là. Il faut savoir quand même que c'est une zone qui est un des points les plus chauds de l'agglomération, où on mesure jusqu'à 70 degrés sur les toits de ces bâtiments. Et donc, il projette dès 2014 de renaturer cet espace. Donc là, on est sur, on dit Marne-Soleil, parce qu'on va un tout petit peu plus loin, on remonte un petit peu vers Bordeaux. Et donc, ils partent sur l'idée de renaturer un projet de 70 hectares quasiment, on est un peu moins, 69 hectares, enfin on en est là, avec 15 000 arbres,
on casse tout, on casse les parkings, on recrée du lien, des logements qu'il n'y a pas, il en manque sur la métropole, mais on favorise les déplacements, d'où on fait des parcs, écoles, etc. Et donc ils projettent ça avec l'Université de Bordeaux, avec des partenaires évidemment, et on se heurte à ce moment-là, à une réticence de la population sur ce projet-là. Certes, c'est un projet qui nous amène à 15 ans. Quand il le pense au départ, c'est un projet à 15 ans. Et on se rend compte que le politique qui, lui, s'est nourri effectivement des écrits, des scientifiques qui disent il faut renaturer la ville, parce que là, 15 000 arbres, c'est pas rien. Il y a 2 parcs, dont un qui fait 1 hectare. Il faut absolument ramener la végétation et changer nos modes de déplacement. Et alors que nous, on pense à ce moment-là que c'est ce vers quoi nous devons aller, on a une crainte du changement, un problème d'acceptabilité de ce changement. Ça n'a pas empêché l'équipe d'être élue en 2020, parce que malgré tout ce travail, toute la campagne des élections municipales a tourné autour de ça. Et finalement, l'équipe est bien élue, elle n'est pas passée juste, elle est passée à 65%. Malgré tout, ça revient systématiquement où que nous allions. Ce projet Marne-Soleil fait peur quelque part à certains, alors que c'est d'un autre côté ce qu'on dit vers quoi nous devons aller. Parce que le temps politique n'est pas non plus le temps de la construction, de la concertation, parce que ça s'écoule sur 3 mandats, si vous regardez bien. Donc c'est assez intéressant comme projet, je trouve, à regarder d'un point de vue de l'utopie et des freins que nous pouvons avoir dans la réalisation politique et concrète des choses. D'autant plus quand on regarde l'utopie du coup d'avant qui était sur l'arrivée des centres commerciaux, qui là a été totalement acceptée, il n'y avait pas de réticence. Exactement. Et pourtant, les mêmes qui vont constater les limites de ce modèle de consommation, les mêmes qui vont regretter les problèmes de mobilité, les problèmes de logement, les problèmes d'îlots de chaleur, sont les mêmes qui refusent que ça se fasse chez eux, qui refusent, c'est un grand mot, mais qui ont une crainte que ce projet puisse aboutir, alors que ça ne peut être que du mieux vivre ensemble. Ève, vous êtes aussi avec cette double casquette d'auteur, dont le dernier livre est une utopie. Il sera présent en vente et dédicace sur le stand de Mola, petite page placement produit, avec une histoire qui est une dystopie qui se transforme en utopie. Et ensuite, ça vous a donné envie de vous engager et d'être aujourd'hui élu. C'est des choses aussi, déjà peut-être 2 mots sur ce parcours, comment on passe de autrice à élu. Alors, c'est là tout l'intérêt et la joie de travailler sur un roman. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un roman, on peut tout imaginer. On a une liberté qui est juste extraordinaire et nous n'avons pas les freins du réel. Donc moi, effectivement, j'ai commencé par m'engager dans l'écriture d'un roman d'anticipation. J'étais pas partie sur une utopie au départ. Je me disais, voilà, on a des contraintes. J'étais très sensibilisée aux questions du dérèglement climatique. Je parle de ça, c'était au début des années 2000. Et je voyais pas vraiment de... je lisais beaucoup de choses, je suivais les travaux du GIEC et j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à mes enfants. J'ai 3 enfants, 3 garçons, et je me disais comment est-ce qu'on va traverser tout ça ? Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des solutions ? Et donc j'ai imaginé, donc le roman en fait c'est ça, c'est cette traversée avec des contraintes à la fois climatiques mais aussi énergétiques. Si je peux raconter très rapidement en fait le contexte. Ça se passe dans un futur qui n'est pas, on donne pas de date, mais en fait il y a eu une très grave crise électrique, une très grave coupure d'électricité en Europe, qui a entraîné une très grave crise politique, et donc la France se retrouve coupée en 2, avec le Nord finalement qui fonctionne grâce à l'énergie du pétrole qui vient du Groenland. La Russie est coupée du reste du monde dans mon roman. Donc on n'a plus les ressources énergétiques de la Russie.
Mais on a quand même réussi à gérer, grâce aux robots, finalement on a une gestion très économe en fait, de nos ressources énergétiques. Et au sud, le sud, donc les villes du sud ont fait sécession, considérant que le nord ne pouvait pas répondre à leurs attentes, ne pouvait pas bien s'occuper de leurs problèmes. Et donc la France est coupée en deux. Et au sud, ils n'ont quasiment pas de ressources énergétiques. Donc évidemment, ça donne deux façons d'organiser la société très différentes. Avec effectivement au milieu de tout ça la question climatique, puisque le temps a été déréglé, et on a une vraie question autour de la résilience des arbres. Donc les arbres, c'est un peu le sujet de cette année, hein. En Gironde, on a vraiment connu des grosses difficultés, des incendies, et touché de plein fouet. Et donc dans mon livre, effectivement, les deux personnages principaux leurs parents sont des botanistes qui sont spécialisés sur la résilience des arbres, qui travaillent sur la résilience des arbres. Donc mon idée au départ de ce roman, ça a été de se dire comment est-ce que finalement, avec toutes ces inquiétudes que j'avais en lisant le GIEC, etc., les travaux du GIEC, comment est-ce que finalement, en imaginant toutes ces contraintes, donc j'ai posé toutes ces contraintes dans mon livre, en imaginaire, comment on pourrait arriver à trouver des solutions, comment des communautés, des sociétés pourraient arriver à finalement inventer d'autres façons de vivre avec ces contraintes-là, et finalement arriver à inventer une façon de vivre ensemble qui soit intéressante, qui soit inspirante, et qui puisse peut-être nous faire envie. Voilà, donc j'ai travaillé, tout ça, ça m'a pris quand même presque 8 ans, c'était long, parce que c'est quand même, d'imaginer tout ça, c'était quand même pas simple. Et à la fin de ce travail d'écriture, je me suis dit, ok, bon bah c'est bien, tout ça c'est ton imaginaire, super, t'as imaginé tout ça. Bon, moi j'ai traversé ma peur de l'avenir, hein, parce qu'à la fin j'étais pleine d'énergie, d'envie d'agir, et je me suis dit, allez, je m'engage. Je m'engage en politique, je me lance, j'y vais, on peut changer les choses. Et là, je suis arrivée dans la réalité. Et donc, la réalité ? La réalité, on est confronté directement à tout ce qui vient d'être décrit. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut arriver à convaincre, on n'est pas tout seul. Donc, effectivement, on peut être convaincu d'un chemin, mais ce chemin qui nous paraît être le bon chemin par rapport aux contraintes qu'on a, il faut arriver à le faire partager par d'autres. Et effectivement, la société, elle est traversée de plein de courants différents, de pensées différentes. Et nous, on a beau, finalement, dans notre monde imaginaire, finalement, avoir... trouver des solutions tout à fait intéressantes. N'empêche que dans la réalité, d'autres ne sont pas du tout convaincus de la même chose, ne font pas forcément le même diagnostic, donc il faut arriver à discuter. Et puis ça prend plus de temps parce que le monde physique, le monde réel, il est construit, il est dur, il est beaucoup moins souple que le monde imaginaire. Donc ça veut dire qu'il faut casser, refaire, réimaginer. Alors c'est passionnant, hein, j'adore, je suis très contente d'être là, mais c'est vrai que ça demande une énergie très importante. Pierre, ces réactions entre pourquoi une utopie d'un jour change totalement, enfin l'utopie des années 50 par rapport au commerce, c'est plus du tout la même aujourd'hui par rapport au changement climatique. Puis derrière vous, sur 70 livres, vous écrivez en pensant influencer la société, les acteurs publics, votre entourage. Ce serait avoir beaucoup d'orgueil que d'imaginer qu'un bouquin puisse changer les choses. Mais au départ, il y a quand même une petite idée derrière, ou c'est... Évidemment, je n'écrirais pas si je n'avais pas l'espoir, le mince espoir de changer un petit peu, de quelques degrés, le point de vue d'un lecteur. C'est juste, je pense, la littérature, c'est pour ouvrir l'esprit du lecteur et non pas lui imposer des choses. Donc, regardez par exemple les ancêtres de science-fiction, c'est-à-dire Le meilleur des mondes d'Huxley. Là, on arrive au seuil de la biotechnologie. Et est-ce qu'on tiendra compte de ces avertissements ? J'en suis pas sûr. On a 1984 d'Orwell. Est-ce qu'on tiendra compte de ces inquiétudes sur la surveillance globale ? Je n'en suis pas sûr. Donc, je me demande quelle est l'importance d'un auteur de science-fiction qui s'installe dans un espace de réflexion, parce que la société n'a plus tellement le temps de réfléchir, de moins en moins, c'est frénétique, c'est toujours une course.
Souvent, on essaie de réparer les erreurs du passé, donc c'est assez compliqué parce qu'il y a des prêts-à-penser qui sont installés, les gens sont dans leurs habitudes, donc c'est difficile de bousculer les habitudes. Donc, en tant qu'auteur, j'espère que mes livres vont changer quelque chose, mais je n'en suis pas sûr. Je suis un peu pessimiste d'ailleurs, je me demande, enfin un peu pessimiste, je suis devenu un petit peu plus pessimiste qu'avant parce que je suis quelqu'un d'optimiste normalement, mais je me suis on se demande avec certains autres auteurs si on est juste, nos livres sont juste destinés à acclimater les gens à un futur encore plus difficile que le présent, ou bien si vraiment ils servent d'espace de réflexion. Je ne pense pas que nos dirigeants politiques, à part Ève, qui apparemment était une auteure déjà de science-fiction, nos hommes politiques lisent vraiment de la science-fiction. Pour eux, c'est de la science-fiction. Donc la science-fiction, culturellement, est un peu déniée, donc elle ne montre pas dans le champ culturel vraiment officiel. Et est-ce que nos livres servent à quelque chose ? Ouais, je l'espère. Il est évident que partir sur une utopie, c'est pas du tout évident. Et donc, tu es parti sur finalement une dystopie au départ pour changer les choses, parce que c'est souvent ce qui nous attire, c'est-à-dire on a un effet loupe. La science-fiction crée un effet loupe. On monte sur le sommet de la fourmilière et on regarde l'ensemble de la fourmilière, on regarde ses mouvements d'ensemble. C'est un poste de sentinelle. Donc on s'installe en tant que sentinelle et on se dit, voilà, si on continue dans cette direction, voilà ce qui risque de se passer. Et ça se passe. Et ça, c'est terrifiant, quoi. À un moment, c'est désespérant même de voir que tous ces livres de science-fiction qui ont été écrits, il y en a beaucoup, n'ont pas servi vraiment à modifier le cours des choses. Mais je continue d'espérer que le cours des choses puisse se modifier. Je persiste à penser que l'humain est un génie qui s'ignore lui-même. Et dès qu'il aura réglé ses problèmes de pensée, c'est-à-dire sortir du prêt-à-penser, essayer des pensées nouvelles, des pensées vraiment neuves, il n'y en a pas beaucoup, on pourra vraiment faire quelque chose. Ok, on reviendra un peu sur ce sujet. Antoine, donc toi tu es observateur un petit peu aussi des tendances, alors à plus court terme, mais l'innovation c'est aussi les tendances de demain. Comment tu vois un petit peu sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on en est où? Quelles sont nos belles utopies? Ça marche. Je vais essayer de faire une petite synthèse. Alors moi je pense qu'il y a certains bouquins qui ont même contribué en effet très largement à dire aujourd'hui, justement, je m'intéresse peut-être à des projections autres. Je pense que La Nuit des Temps de Barjavel, les bouquins comme ça, lus assez tôt, ont forcément à un moment donné changé ma matrice. Je ne suis pas élu, mais par contre, en effet, je travaille dans des agences, souvent parapubliques, très en lien avec la région, avec les politiques publiques qui sont mises en œuvre pour le développement économique. Donc évidemment, on a un souhait d'intérêt général, une mission, voilà, parapublic, mais d'intérêt général, qui va dans le sens du bien commun. Donc forcément, il y a une petite dimension peut-être utopique et politique, forcément, dans cette profession. Donc ça, c'est un premier point. Après, pour dire qu'est-ce qu'on observe en Nouvelle-Aquitaine, je ne suis pas historien, je ne vais pas vous refaire un panorama global de toutes les utopies qui existent en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a certainement plein et de nature très différente, qu'elles soient économiques, culturelles ou autres. Peut-être que, je sais pas, les gens qui sont venus dans le Pays Basque se poser en pensant surf et soleil sans fin font partie des utopies. Les gens qui ont créé le futuroscope à une époque dans la Vienne, et j'y reviendrai dessus parce que je pense que ça fait écho à vos propos aussi. Donc on a des utopies qui sont très très différentes. En Nouvelle-Aquitaine, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si je le place d'un point de vue aussi régional, j'aurais beaucoup ce prisme forcément en lien avec la politique du conseil régional, mais j'y passe mon temps, hein, donc forcément. On observe quand même un peu une espèce de bascule entre un temps où, dans le soutien, notamment à l'innovation, hein, qui est ma partie, on a une innovation technologique qui était extrêmement poussée, très fortement basé d'ailleurs sur une partie de récit et de projection aussi qu'on a, hein, sur l'usine de demain, son automatisation, le rôle du robot dedans, etc. Et le fait que ça puisse soit libérer l'homme, soit permettre d'avoir une croissance quasiment infinie, et en même temps de libérer quand même.
Et puis aujourd'hui, on arrive à un moment où on sent bien que cette perception de l'usine du futur, hein, qui est aussi un programme d'action en région Nouvelle-Aquitaine, qui aide les boîtes à se transformer, on est en train de passer à un cap différent où il va falloir passer à une innovation qui va aller toucher beaucoup plus les problématiques de l'environnemental. Du social, c'était déjà quand même pas mal le cas, mais sur l'environnemental, on voit bien qu'on a un gros sujet, quoi, et qui fait qu'on n'est plus obligé de penser à l'échelle de son usine, de son cœur de métier, mais de penser à son amont, à son aval, à toutes ses parties prenantes. Et donc, à un moment donné, la question de l'environnement notamment, et du possible risque qu'il y a derrière de diverses formes d'effondrement, il nous amène à quelque chose de beaucoup plus collectif, et à se dire, y compris pour un entrepreneur, un patron d'une usine, de se dire, mais en fait, l'avenir de cette entreprise, l'avenir de ces gens, il va être lié en effet à tout un écosystème. Et ça, c'est difficile de le penser. Initialement, on est quand même sur la terre aussi de Jacques Ellul. Jacques Ellul qui avait quand même une pensée sur le technicisme assez critique, et qui disait d'ailleurs très très tôt que les utopies et presque le délire techniciste, il était loué à une jouissance matérielle qu'on souhaite absolue, quoi. Et aujourd'hui, la problématique vers laquelle nous emmènent les problématiques environnementales, ils ne nous emmènent pas vers ça, hein. Pour l'instant, on a du mal à avoir des projections. On imaginerait l'entreprise dans laquelle, en effet, le sujet environnemental est tel qui nous amène vers une forme de jouissance, quoi. Et c'est peut-être un peu fort, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a de ça quand même, il y a de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir une jouissance aussi dans la perception de récits dystopiques ou utopiques lointains. Et là, aujourd'hui, on a un mur comme ça qui nous montre que ça va pas être marrant. Et ça cause, je pense, à ce que vous dites, sur un nouveau quartier où il faut le changer radicalement, vite, avec quelque chose qui va apporter plus de contraintes et où on ne sent pas le bénéfice direct de ce que le renouveau de la nature dans ce quartier, etc., va pouvoir peut-être apporter directement. Donc je trouve qu'on est à une espèce de carrefour où il faut en effet qu'on réinvente un discours utopique autour de ces changements et de ces contraintes. Ça va pas être simple, mais on le sent aujourd'hui, y compris dans la façon dont on va accompagner ces acteurs, parce que l'utopie, elle peut être dans une tête, elle peut être en effet dans un roman, mais elle a vraiment du sens si elle est collective à un moment donné. Et si on se dit, en fait, c'est impossible à faire, mais c'est pas grave, on le sait pas, donc on va se lancer dedans, pour paraphraser Mark Twain. Et voilà, donc je pense que là, il y a en effet une bascule et quelque chose de pas évident. Et je pense quand même que la région en tête commence quand même à bien bouger là-dessus. Il y a des feuilles de route environnementales, des schémas régionaux de développement économique qui bougent assez vite. Ça, peut-être pas assez vite, mais on fait quand même partie d'une région qui essaye de faire bouger aussi les lignes là-dessus. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse travailler davantage des auteurs, encore plus. Je sais qu'Ève, à une époque, tu as travaillé aussi sur la Dordogne, sur la vallée de la Dordogne, sur des projections à 2040. Voilà, il faut peut-être qu'on se nourrisse plus de ça. L'armée le fait bien avec sa Red Team. Peut-être qu'on peut le faire encore plus. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. C'est intéressant ça, effectivement, l'exemple de la Red Team où l'armée a demandé à des auteurs de science-fiction, à des gens qui n'étaient pas du tout dans l'armée, de projeter des scénarios. Donc c'est intéressant d'abord côté armée, de se dire tiens, l'armée va aller s'adresser à ces gens-là, et puis de voir aussi chez les fans de hardcore de science-fiction où là ça a été l'axe du mal. On ne peut pas faire cohabiter la science-fiction avec l'armée. Mais derrière, sur la démarche, effectivement, cette mise en relation permet une autre projection qui va un peu plus loin que simplement un auteur écrit un livre et va inspirer. Là, il y a quelque chose de plus direct. Sur des problématiques, comme on a cité sur Mérignac, est-ce que vous pensez que ça peut être des pistes possibles, ce travail entre les décideurs publics et puis des acteurs de l'imaginaire ? Chacun avec vos casquettes, élus, auteurs élus. C'est ce que l'on fait déjà. Sur ce projet-là, c'est comme ça qu'il a été construit. En fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure notamment de travail avec l'université, mais pas que, hein, la FAB est intervenue. C'est justement parce qu'à un moment, on a aussi des contraintes sur notre imaginaire. Et le temps, nous, politiques, fait que se poser, essayer d'imaginer ce que pourrait être ce quartier en se disant, il faut tout casser, parce que c'est ça, l'arrivée, c'était quasiment ça. C'était de dire, tout ce qui est bitumé, il va falloir l'enlever. Ces parkings, il faut renaturer. D'ailleurs, c'est un mot qui est intervenu, nous, dans l'urbanisme aujourd'hui, c'est la renaturation de ce quartier. Il a eu un prix cette année, c'est Investissement d'avenir, prix national.
Mais c'est parce qu'on a travaillé justement avec des auteurs et des métiers qui n'étaient pas politiques, qui ont pu se permettre d'avoir cette imagination et de dire voilà ce que nous vous proposons. Et après, techniquement, comment ça se passe? Et donc le fait de tout casser, comment est-ce que ça va se produire? Et c'est vrai que ça peut être un peu surprenant, mais on a fait le choix, et Alain Anziani a eu ce courage-là de dire oui, nous allons le faire. Moi, je vous propose, du moins c'est ce qu'il a proposé d'abord dans son programme, c'est ce qu'il a proposé au Mérignaquais. Et dans son programme, c'était un gros morceau, de dire nous allons casser ce quartier. Et c'est vrai que ça peut être un peu surprenant. Mais effectivement, c'est parce qu'on a travaillé avec d'autres métiers, d'autres professionnels, notamment de l'imaginaire, qui nous ont permis de projeter ce quartier-là. Ok. Ève? Alors, moi, je suis absolument convaincue que, effectivement, ce moyen du récit, de la projection, de la prospective, grâce à l'écriture, à ce travail, effectivement, d'imaginer ensemble un avenir vers lequel on a envie d'aller, est absolument nécessaire pour faire bouger les lignes, pour aider à se projeter, parce que ce qu'on peut effectivement imaginer, ce qu'on peut imaginer en pensée, voir devant nous, on peut le réaliser. À partir du moment où on peut l'imaginer. La question, c'est quel est le champ des possibles qu'on peut ouvrir. Et moi, je pense qu'il faut effectivement travailler à ouvrir le champ des possibles, à permettre effectivement à s'autoriser à imaginer d'autres façons de vivre avec des contraintes. Mais la question des contraintes, elle est très importante, parce que si on a des contraintes énergétiques et si on n'en a pas, eh bien le résultat et les possibles ne sont pas les mêmes. Et c'est moi ce avec quoi j'ai travaillé effectivement dans mon livre. C'est-à-dire que le résultat, du coup, si on continue et si on tire le fil, donne pas du tout la même société, la même organisation, les mêmes résultats. Et donc il y a effectivement, je pense, nécessité à s'autoriser à rêver, à imaginer, à pas se mettre de limites. Mais on a quand même aujourd'hui la conscience, la connaissance des limites physiques qu'on a au niveau de la planète, qui sont des limites énergétiques, des limites du vivant qu'on doit préserver. Et donc, ça doit quand même finalement se retrouver aussi dans notre réflexion. Il faut qu'on mette quand même cette question-là finalement au milieu de notre capacité à se projeter. Pierre, de votre côté, il y a des sollicitations de ce côté-là sur... Non, j'ai pas été sollicité par l'armée, à mon grand désespoir. L'armée m'a oublié. Déjà, elle m'avait oublié parce que j'ai pas fait mon service militaire. Donc, je voulais revenir sur 2 points de l'intervention d'Antoine, c'est-à-dire, tu as parlé d'une utopie collective. Donc, c'est très difficile l'utopie collective, parce que je pense que si l'utopie c'est la recherche du bonheur, il y a autant de définitions de bonheur qu'il y a d'individus. Donc c'est extrêmement difficile, parce que certains individus vont considérer ce qu'on leur impose pour leur bonheur comme des contraintes. Et vont refuser. C'est un petit peu ça aussi qui se passe sûrement sur le quartier. C'est-à-dire que chacun a des objectifs différents, chacun a une histoire différente, et faire une utopie collective, ça se transforme très rapidement en totalitarisme. Parce que si on impose, c'est un peu le modèle soviétique, si vous voulez, si on impose le bonheur pour tout le monde, c'est une catastrophe en général. Donc c'est très délicat à manier, l'utopie. Puis l'autre point, c'était le côté matériel, satisfaction matérielle. Je pense que la satisfaction matérielle ne résout en rien les problèmes. Qu'il y a une autre part de l'être humain qui a besoin d'être nourrie, qui serait une part plus spirituelle, quelle que soit l'acception qu'on met à ce mot. Pour moi, la spiritualité, c'est une recherche de la liberté intérieure. Et donc, tant qu'on n'a pas cette recherche de liberté intérieure, on va essayer de compenser ce manque par des acquisitions matérielles ou par des satisfactions matérielles. Et je pense que là, c'est pas jouable non plus. Donc, ça se passe à d'autres niveaux, je pense. C'est-à-dire un changement de paradigme de pensée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut
aller vers des libertés intérieures beaucoup plus importantes et qui font qu'on ne sera pas frustré si on n'a pas ce qu'on veut sur le plan matériel. C'est la question que je me pose et que je travaille beaucoup dans mes livres. C'est-à-dire, je pense que la religion est une captation matérielle de la spiritualité et que donc, si on ne se sort pas de ces schémas de pensée-là, on aura du mal à créer des avenirs meilleurs. Tu veux réagir ? Oui, je voulais réagir. Merci. C'est intéressant parce qu'en même temps, dans l'exercice aussi de la prospective et justement de la mise en œuvre après de projets collectifs politiques, on a justement tout ce lot de contraintes. Et la grande différence entre certainement l'utopie et le travail du prospectiviste, c'est que le prospectiviste doit faire avec un cadre qui est toujours de plus en plus contraint, parce qu'à un moment donné, il faut bien que ça se traduise par de l'opérationnel, quoi. Alors que l'utopie peut rester complètement non opérationnelle. Et donc ça, c'est une des grandes difficultés pour le penser aussi à l'échelle politique, de se dire comment à la fois la science-fiction, un apport plus créatif, plus imaginaire peut m'aider, mais ensuite comment en effet on réussit à bien le retravailler pour le mettre dans le bon cadre. Je suis pas sûr que ça soit quand même non plus une énorme habitude qu'on ait de travailler. On a plutôt l'habitude que nos propres silos dans nos administrations, dans nos façons de penser, qu'on a tous, hein, je me mets dedans aussi, hein, finissent par nous contraindre là-dessus, quoi, et finissent par restreindre très fortement cette liberté-là, quoi. Juste une petite réflexion, c'est la même chose quand on imagine, par exemple, dans le 10e vaisseau, des voyages spatiaux, ça va plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est en théorie impossible, donc on s'affranchit des lois de la relativité. Et quand vous parlez avec un scientifique, comment on appelle ça ? Merde. Astrophysicien. Astrophysicien, merci. Avec un astrophysicien, donc Roland Lehoucq, qui est le président des Utopiales, il démolit totalement l'idée de rêve du départ, du voyage intersidéral, parce qu'il dit il faut une énergie folle, il faut ceci, il faut cela, mais il dit j'adore ça, j'adorerais pouvoir, et j'adore les romans qui parlent de voyages sidéraux et tout ça, mais quand on l'écoute, on a les contraintes matérielles qui viennent tout de suite s'installer, qui sont le financement, qui sont l'énergie qu'il faut, qui sont comment on va faire pour faire ce damné voyage, quitte à 50 années-lumière, si on va à la vitesse actuelle de 30 000 km à l'heure, on va mettre quand même quelques siècles à franchir cette distance, donc d'un seul coup, tout devient des gouffres. Donc c'est un peu la même chose entre l'idée utopique et la réalisation matérielle de l'idée utopique. À ce sujet, tu as dit que tu reviendrais sur le futuroscope. Tu peux peut-être revenir sur le futuroscope, je ne sais pas ce que tu veux dire sur le futuroscope, mais qui était vraiment un emblème d'une utopie techno il y a pas mal d'années maintenant. Ouais, c'est en effet pour parler à leur place, mais j'ai assisté dernièrement à une réunion justement sur l'évolution, notamment du problème énergétique du futuroscope. Ils commencent très légèrement à communiquer dessus, mais je trouve ça intéressant. Et si on revient au début, en effet, le futuroscope, au départ, c'est une forme d'utopie, y compris liée à un projet de territoire, à un département, à René Monory, à une équipe qui fait émerger quelque chose qui est même très en lien avec une imagerie et une forme d'utopie techno, robotique, en se disant ça va exciter tout le monde de venir dans un parc avec des robots, de la technique, des écrans, j'en passe. Et puis on voit bien qu'ils ont eu un vrai sujet quand même d'obsolescence, et y compris de perception de ça, peut-être par sursaturation qu'on a aussi sur ces sujets, et parce qu'à un moment donné, oui, on se rend bien compte qu'on commence à basculer là-dedans, et que la voiture volante, en fait, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on va avoir. Quand en fait, on n'avait pas vu Internet vraiment arriver très très bien, etc. Et donc, ils se retrouvent face à un changement radical. Ils essayent de se repenser, mais aujourd'hui, pour moi, par exemple, le futuroscope, là où je trouve ça vraiment intéressant en termes d'utopie, donc c'est quelque chose qui a constitué de l'emploi, une technopole, un hub à côté de Poitiers, enfin voilà, tout le monde connaît ça. C'est un gros sujet touristique évidemment, mais aujourd'hui, s'ils veulent continuer à être dans une expansion de la technopole, du parc en lui-même, le sujet énergétique est essentiel. Donc ils vont avoir un enjeu de ce qu'on appelle de décarboner à la fois le futuroscope, c'est-à-dire de pouvoir développer une énergie qui va être plus verte, moins issue évidemment des énergies à la fois coûteuses et polluantes, mais ils vont devoir le faire tout en doublant
la capacité, parce que la superficie du futuroscope va gagner. Donc derrière, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ça veut dire imaginer si on peut faire de la géothermie, s'il faut des panneaux solaires, si l'hydrogène est déjà une possibilité de commencer à se mettre sur un chantier qui va prendre en fait un certain nombre d'années. Et donc, c'est plus le projet du futuroscope, c'est le projet de la technopole, c'est le projet du département, c'est des choix technologiques qui vont obliger de se dire ah non, le territoire est en stress hydrique, on l'a vu évidemment encore cet été, donc on ne peut pas faire de géothermie. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le fait de pouvoir dire l'utopie économique de ce poumon économique du territoire, d'emploi, il se situe ailleurs. Et il se situe dans une espèce d'utopie qu'on devrait atteindre justement technique pour l'amener vers une autonomie énergétique, etc. Et donc ça a complètement basculé. Il y aura toujours l'enjeu de faire un parc d'attractions qui attire du monde touristiquement. Mais il y aura aussi le fait de dire, oui, mais maintenant il faut aussi une utopie territoriale, le travail d'une autonomie, le fait de mettre des gens dans la boucle, de travailler avec un écosystème régional. C'est dur, c'est moins funky, ça c'est sûr, mais c'est quand même une utopie. Une réaction ou Vanessa? Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais ça complète ce que vous venez de dire aussi. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire sur l'utopie collective. Pour autant, on ne s'engage pas, nous, en politique, si on n'a pas, des utopies et qu'on ne souhaite pas les faire partager. Et si on veut éviter le totalitarisme, on a un système qui est quand même très bien fait, ça s'appelle la démocratie. On propose notre projet, certes utopique, parfois, à l'ensemble des électeurs, et c'est eux qui choisissent. Et si, effectivement, parfois on gagne, parfois on arrive à convaincre, et parfois on n'y arrive pas. Mais là, c'est la même chose. Enfin, on revient sur un projet qui est... pour une région, pour un département, qui devient politique. Et donc, c'est cette utopie, et c'est ce que vous avez fait, la démarche que vous avez fait en vous engageant en politique, c'est ça. C'est moi, mon utopie, je vous la partage, et j'espère qu'elle sera collective. Et ça a fonctionné à Bordeaux. Oui, c'est vrai que ça a fonctionné à Bordeaux. Et d'ailleurs, dans la période qui a précédé notre élection, on a travaillé nous-mêmes et dont l'équipe actuelle équipe municipale avec le récit. On avait Futur Proche qui est venu travailler avec nous, qui est spécialisé justement sur que je connaissais, avec qui je travaillais avant. Sur différents, par petites équipes, sur différents récits, avec des projections sur des quartiers, où on imaginait comment on transformait en fait ces quartiers, et où finalement on se laissait la liberté d'imaginer, d'oser changer finalement totalement ce quartier. Et c'est vrai que ça nous a libérés. Il y avait un côté un peu libérateur de se dire que on pouvait transformer, on pouvait aller imaginer ensemble. Et puis c'est vrai que de partager aussi une vision qu'on peut avoir et de la co-construire et de finalement petit à petit on chemine vers une vision commune. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est vrai que ça nous a énormément nourris. Et je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de cet espace où finalement tout est ouvert, tout est possible, pour justement faire bouger les lignes. Et on est à un temps de notre histoire, notre histoire de l'humanité, où finalement on doit imaginer d'autres chemins. Parce qu'on se rend compte, grâce aux scientifiques qui nous ont alertés, donc à un moment la science nous dit bon bah là le chemin que vous avez pris ça va pas être possible. Donc nous on est à la fois citoyens, écrivains, mais aussi élus. On se dit ok, ça va pas être possible, donc on doit imaginer d'autres façons de vivre, et des façons de vivre qui soient avec peut-être effectivement une économie de moyens énergétiques, mais qui soient quand même passionnantes, intéressantes, où on puisse être heureux ensemble. Et je pense que c'est un vrai challenge, et c'est là où c'est intéressant de pouvoir finalement le réaliser avec toutes les contraintes qu'on peut avoir quand on est dans une ville, dans des grandes villes comme Bordeaux, comme Mérignac, qui ont toute leur histoire derrière aussi. Si on aboutit à cette structure physique qu'on a autour de nous, à la forme actuelle de la ville, c'est aussi le fruit de toute l'histoire qu'il y a et qui nous a amené à ça. Et donc à un moment, nous, on arrive à ce moment où on se dit, ben oui, mais là, il va falloir effectivement qu'on puisse changer. Et je trouve que la force des utopies, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plein, c'est justement de questionner ce à quoi on est arrivé, de questionner, de se projeter dans une version idéale, différente, vers laquelle on aurait envie d'aller, on aurait envie, et qui nous donnerait l'énergie
d'aller. Et je pense que c'est hyper important, surtout à ce moment où on a beaucoup de discours très négatifs. On est beaucoup dans la dystopie quand même. On se complaît beaucoup dans oui, ça va être horrible. Il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'éco-anxiété chez les jeunes aussi. Moi, je vois, encore une fois, je reparle de mes enfants, mais c'est vrai que chez les jeunes, il y a beaucoup de cette impression que finalement l'avenir est bouché, qu'on ne pourra pas faire bouger les choses, qu'ils n'ont pas les manettes en plus, ils peuvent rien changer parce que finalement ils n'ont pas l'âge. Or eux, finalement, ils n'ont pas tout le poids de l'histoire que nous on a, la manière finalement notre structure mentale qui fait qu'on arrive à ça. Donc pour eux, tout est beaucoup plus possible que pour nous. Et je trouve que dans cet exercice de l'écriture, de l'utopie collective, c'est ça aussi, c'est ouvrir les possibles, c'est s'autoriser à jouer quelque part, à imaginer qu'on peut tout changer. Et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui pour justement aller un cran plus loin et pour pouvoir faire vraiment bouger les choses aussi politiquement. Merci. L'heure tourne, on va prendre quelques questions, le temps que vous pensiez à vos questions. Tous les ouvrages des auteurs sont en vente, en démo, en consultation sur les 2 tentes qui sont sur la place de l'église. Vous avez également là affiché devant vous l'anthologie. Chaque année, on sort une anthologie avec des textes repris ou originaux sur le thème de l'utopie. C'est également en vente dans toutes les bonnes librairies. Et donc, on retrouvera vos 2 ouvrages. Sur l'espace Mola, il y a une tente entière avec vos 70 ouvrages qui est sur les différents stands des éditeurs présents. Les stands des libraires qui sont dans les 2 grandes tentes. 2 questions, 3 questions, qui dit mieux, 4 questions. Alors des questions courtes, des réponses courtes, parce qu'il nous reste 8 minutes. Merci pour ce très bon panel. J'ai bien apprécié quand Pierre Bordage a parlé d'utopie collective sur la notion de recherche du bonheur. C'est le préambule de la déclaration de la Constitution américaine est justement dessus, inspiré par Leibniz. Et en fait, pour développer la spiritualité, il faut du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ramène tout ça rapidement, très concrètement, c'est à Bordeaux et en Gironde, il y a un problème de transport énorme. Les gens sont dans les bouchons, donc ils perdent du temps. Alors qu'auparavant, il y avait un rêve le travail soit à 15 minutes de chez soi. Donc pratiquement, je dirais, nous en Gironde, il y a une asso qui s'appelle Bordeaux Métro, ou Métro Bordeaux, qui promeut justement le métro. Et ce qui est bien, c'est que c'est en consultation pour bientôt. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, justement, on ait des transports efficaces en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine? En tout cas, le métro, ça nous permettrait de survivre, non? Oui, c'est ça. Le métro, ça peut toujours servir en cas de bombardement nucléaire. Il va falloir aller vite, là. Non, mais je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas vraiment spécialisé de transport et je sais que ça coince. Quand je prends le périphérique de Bordeaux, je comprends qu'il y a un problème de circulation. Puisqu'il faut préciser que vous êtes néo-aquitain, maintenant girondin. Je suis girondin, mais je suis tout en haut là-bas, planqué au Verdon-sur-Mer. Et j'y suis très très bien d'ailleurs. Donc je n'ai pas des réponses précises parce que je ne suis pas assez spécialiste des voies de contournement et des autres système de circulation de Bordeaux, mais le métro, ça peut être une solution, mais les gens vont râler parce que ça fait beaucoup de travaux. Et généralement, ça dure assez longtemps. Le télétravail, peut-être. Comment ? Le télétravail, le travail. Je ne vais pas faire long, je ne suis pas élu, mais par contre, je suis un grand cycliste. Je pense que déjà, si on réussissait à faire changer un certain nombre de comportements et d'abaissement sur des gens qui font pas plus de 5 km dans la journée avec d'autres types de véhicules. Donc, moi, je crois assez en l'hybridation des possibles. Donc, il faut peut-être très certainement un métro, mais il faut aussi autre chose. Donc là, c'est pareil, on rejoint aussi la logique de l'utopie. Pour moi, l'utopie, elle n'est pas dans le métro, quoi. Elle n'est pas dans le métro. Elle est dans le fait qu'à un moment donné, on a une prise de conscience qui fait que tout le monde adapte son mode de vie dans une logique peut-être davantage de sobriété. Et voilà, moi, même s'il y a un métro, je le prendrais pas, quoi. Je suis trop bien en vélo à me faire engueuler par les voitures. Mais oui, mais les cyclistes sont un peu les nouveaux seigneurs de la route. Ah, mais ils sont barjots. Mais comme les chauffeurs sont complètement barjots. Ouais, tout le monde est barjot, donc tout le monde est un peu barjot quand même. Le prochain Mad Max sera avec des vélos, d'ailleurs.
Mais bon, c'est pas une réponse politique que je vous fais, mais je pense que elle va questionner quand même le fait qu'en effet, il n'y a pas une réponse en réalité, très certainement là-dessus, et c'est pas le tramway a pas tout changé, le métro changera pas tout non plus, et à un moment donné, c'est quelque chose où on doit se calmer, quoi. Mais c'est intéressant parce que ça soulève la question de l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation ? Est-ce qu'elle est forcément technologique ? Est-ce que c'est forcément une solution comme le métro qui va résoudre nos problèmes ? Ou est-ce que ça peut être aussi un changement d'habitude, une réorganisation ? C'est une vraie question aujourd'hui. Quelle innovation on doit... et peut-être qu'il faut convoquer plusieurs innovations. Peut-être que c'est un petit peu le travail sur toutes ces possibles innovations, mais pas que technologiques, qui va nous permettre de résoudre et trouver des solutions et de résoudre les problèmes qu'on a, les enjeux qu'on a aujourd'hui. Moi, je complète un petit peu tout ce que vous avez dit. Je pense que là, on arrivera à gagner ce pari-là de la mobilité, parce que c'est dont on parle, pas uniquement de manière avec des infrastructures. C'est pas parce qu'on va forcément construire une infrastructure, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit le tram, le métro ou des pistes cyclables, qu'on va gagner. Il faut aussi, et ça c'est une démarche individuelle que nous on essaye d'impulser au niveau des politiques, qu'il faut cette sobriété, ce changement de comportement, il faut qu'on arrive à faire entendre qu'il n'appartient pas qu'aux voisins et que chacun doit prendre sa part. Chacun, celui qui peut, quand il a la possibilité de changer de mode de déplacement, mais ça on ne pourra pas le faire par la contrainte. Et c'est ça qui est difficile, parce que ça fait quelque part 30 ans qu'on aurait dû entendre ce message, et que là, malheureusement, il faut le faire plus vite. Mais donc, il y a un côté politique collectif et par des infrastructures. Et oui, quand on a des pistes cyclables sécurisées, c'est quand même plus facile. Oui, quand on a des rues d'écoles qui sont fermées, on va plus facilement déposer ses enfants à vélo, effectivement. Mais il faut aussi que, individuellement, chacun prenne sa part. Et ça, c'est plus difficile à faire entendre. Oui. Une deuxième question ? Oui, Gabriel, vous interrogiez le lien entre la sphère politique et celle des auteurs de l'imaginaire. Ça m'inspire une réflexion finalement. Qui du scientifique ou de l'auteur aura le plus d'impact vis-à-vis de cette sphère politique? Et vous n'avez pas du tout évoqué la temporalité. Celle du mandat n'est, à mon sens, pas du tout compatible avec celle de l'horizon de l'auteur qui, lui, se projette sur souvent des dizaines d'années. Bon, c'était une des questions que j'avais, mais elle était sous-entendue. Vous l'avez déjà dit, le projet sur Marne-Soleil, vous avez parlé de 3 mandats. Ouais. Donc, bon, je crois que c'est clair pour tout, mais répondre à la réponse. Oui, c'est vrai que l'auteur a toute liberté, donc il a souvent tendance à abuser de cette liberté et de se projeter vraiment très très loin. Et d'ailleurs, quand on veut échapper un petit peu à la sphère terrestre, à ses problèmes, on file dans l'espace lointain et ça nous... Je pense que le space opéra, qui est le genre le plus lointain de la science-fiction, c'est-à-dire celui qui projette les hommes le plus loin dans l'espace, est le refuge du merveilleux en science-fiction. Donc, c'est vrai que les auteurs, parce qu'avant, avant la science-fiction, ça s'appelait le merveilleux scientifique. Puis 14-18 a montré que la science n'était pas forcément un vecteur de bonheur, mais pouvait aboutir à des catastrophes, c'est-à-dire à des tueries en masse. Et donc il y a eu une sorte de séparation entre les lecteurs français et la science-fiction, qui est du coup devenue une mauvaise presse, parce que c'est la littérature de la science, et la science peut faire des dégâts. Donc on a tendance à se projeter loin et tout ça, mais après, moi je fais 2 choses, c'est-à-dire que quand je suis sur Terre, que je fais un bouquin sur Terre, une dystopie, souvent des dystopies d'ailleurs, ou du post-apocalyptique, ce qui est encore plus loin que la dystopie, c'est après la catastrophe, j'ai tendance à vouloir partir dans l'espace pour respirer un air de merveilleux. Et quand je suis dans l'espace, j'ai la nostalgie de la Terre et je reviens tout de suite et je fais une petite histoire qui se passe sur Terre. Donc voilà, c'est le jeu de l'auteur, ça. Donc pour répondre à la question effectivement de la temporalité, c'est vrai que le mandat c'est court. En même temps, il y a des choses qui peuvent aller très vite. Par exemple, je donne un exemple très concret. On avait la ville de Bordeaux avait un terrain de 4 hectares au Haillan qui faisait rien. C'était l'ancienne pépinière de la ville de Bordeaux. Bon, on s'est dit, on est arrivé, on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait avec cet espace ? On va installer un maraîcher. Paf.
Un an après, on avait le maraîcher qui produisait, qui était installé. Donc il y a certaines décisions qui peuvent aller très vite, d'autres. Dès que ça commence à rentrer dans le dur, avec effectivement des changements qui sont beaucoup plus longs et qui ont besoin de s'envisager sur plusieurs mandats, et notamment sur la question de la décarbonation, c'est-à-dire comment on fait pour aller vers une neutralité carbone en 2050. C'est quelque chose qui se planifie, qui s'envisage, et on voit bien que ça va se faire sur plusieurs mandats, et que les élus ne vont... Enfin, il y a des élus qui restent, mais il y a des élus qui vont faire qu'un mandat. Donc il faut qu'on se passe le relais entre élus aussi, et qu'il y ait une continuité quelque part dans la pensée. Et c'est ça qui n'est pas évident, parce que finalement ça change, les équipes changent, et malgré tout il faut quand même qu'on avance. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Et la deuxième question sur qui des scientifiques, des écrivains influencent, etc. Je pense qu'en réalité, je ne sais pas si on invente vraiment quelque chose, dans le sens où les écrivains et aussi... alors les scientifiques, eux, quelque part, ils inventent rien. Ils regardent simplement, ils décrivent. Et puis, ils nous alertent. Et je pense qu'on doit absolument être... écouter ce qu'ils nous disent et être formés, ça me paraît juste la base. Mais quelque part, les écrivains, les penseurs, même les politiques, sont quelque part aussi influencés par tout ce qui se passe autour d'eux. Ils sont le fruit de leur époque. Et parfois, je me dis qu'on aurait besoin de finalement d'être... peut-être qu'on est limité par la connaissance limitée qu'on a aujourd'hui pour penser le monde futur. Mais... J'ai une petite intervention pour dire que pendant le Covid, on a eu des panels de scientifiques. Pardon, pour garder encore 5 minutes, on remercie Vanessa Ferjot qui a des contraintes et qui doit filer. Je lui ai promis qu'on arrêtera à 50, on est en retard d'1 minute. Juste un petit truc, c'est que quand il y a eu l'histoire du Covid, il y a eu beaucoup d'interventions de scientifiques à la télévision. Et ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et ça, c'était assez intéressant à observer, c'est que les grands spécialistes, il faut se méfier des spécialistes, parce qu'ils parlent un petit peu comme des archevêques, hein, c'est-à-dire leurs paroles sont des dogmes, mais ils sont contredits par d'autres scientifiques, et donc à qui se fier? Peut-être aux auteurs, c'est plus fiable finalement. Tu veux? Ouais, moi j'ai une petite remarque, mais qui rejoint aussi le sujet de la temporalité. Je trouve aussi que dans l'approche qu'on peut avoir au quotidien, là, on sent qu'il va y avoir un retour à un moment donné d'un souhait d'inspiration. Il y a quelques années encore, je trouvais que la notion de prospective, on voulait plus l'entendre, il fallait être concret, opérationnel, économique, emploi. Voilà. Là, on sent qu'on a ce besoin d'inspiration qui revient, peut-être un peu tard, mais il revient. Donc ça, je pense que il y a aussi une phase de cycle là-dessus. Et puis, je rejoins ce que disait Ève, c'est-à-dire que ça fait partie de la formation aussi, lire des romans. Et donc, dans la capacité, on a beaucoup parlé dernièrement, là, de former davantage les élus pour qu'ils soient eux-mêmes ambassadeurs de ça. Donc, c'est important. Moi, je vais finir sur une chose, j'ai beaucoup accompagné des dirigeants sur leur transformation numérique, sur la transformation numérique de leur entreprise. Et j'avoue que ceux qui étaient le plus en avance de phase ou qui se sont lancés dans les projets les plus stratégiques et globaux, c'est les gens qui me disaient qu'ils avaient lu le bouquin d'Elon Musk, qu'ils avaient lu le bouquin de Steve Jobs, et que ça avait été un vrai moteur pour eux, inspirationnel. Alors, c'était pas forcément du roman, mais par contre, c'était des gens qui allaient chercher, en effet, une aspiration qui venaient nourrir leur leadership. Et donc, là-dessus, très clairement, le roman et l'écrit d'une manière générale a un vrai rôle à jouer sur la façon dont ça inspire et dont ça va former, en fait, des élites. Donc, ce qu'on a aujourd'hui sur les étudiants, c'est qu'ils disent « Moi, je veux plus travailler pour construire des avions, pour le tourisme de masse, mais je veux faire autre chose. » Voilà, il faut les nourrir aussi d'autres choses, et ils sont en train d'être nourris d'autres choses. Une dernière question très courte et une dernière réponse très courte. Moi, c'est plus... J'ai plus une expérience personnelle à dire. J'arrive d'ici les Moulineaux, là, une ville où est né Hypermonde avec Messac. C'est une ville qui est en train de prendre plutôt la direction de Trantor qu'une zone à défendre, une ZAD. Et moi, j'aspire qu'à une chose, c'est revenir dans mon pays d'origine, la Nouvelle-Aquitaine. Mais j'ai une petite peur quand je vois le quartier de la gare, comment ça se transforme, où la plantation à Villeneuve-d'Ornon, ma ville d'origine, avec ses embouteillages qui n'existaient pas il y a seulement 7-8 ans.
Et moi, j'aspire à avoir une réelle smart city dont parlait le philosophe de la technique Bernard Stiegler, et non pas une smart city type Google à Toronto. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par smart city? Des voitures smart uniquement? Non, une smart city, c'est la ville gérable par informatique. Mais j'avais dit une question courte. Oui, je voulais juste terminer là, pour dire que moi j'aspire à avoir une économie de la contribution où les gens contribueraient, par exemple en s'emparant du building information modeling pour pouvoir imaginer leur ville, la construction de leur ville. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, merci. On va voir. Mon utopie. Merci pour votre témoignage. Et donc la dernière question, mais super bonjour, courte. Question courte justement que je tenais à poser notamment à Pierre Bordage et puis accessoirement aux autres. Et j'ai remarqué que dans au moins 3-4 de vos livres, il est mentionné très explicitement le syndrome d'Asperger et des personnages qui en portent. Alors comme on dit que nul n'est prophète en son pays, est-ce que vous imaginez que dans un avenir science-fictif, ou mieux un avenir qui ne soit pas science-fictif, il y ait davantage de place dans la ville pour ces personnes avec des profils atypiques? Or le fait qu'on illumine les monuments en bleu le 1er avril ou le 2 avril, or le fait qu'il y ait des moments de pause musicale dans des supermarchés. Voilà. Merci. Je pense que l'autisme, si vous faites allusion à l'autisme, est une invitation à réfléchir autrement. Ce sont des gens qui nous posent un problème de compréhension du monde ou d'appréhension du monde, et que c'est une invitation à regarder le monde de façon différente, à essayer de comprendre le monde comment ils le comprennent. Et je pense que c'est très intéressant parce que ça ouvre de nouvelles perspectives. Je pense qu'il faut regarder ça comme quelque chose d'enrichissant pour la société, et non pas comme un handicap. Et j'ai moi-même un petit-fils qui est soupçonné d'autisme, mais j'ai remarqué que la communication avec lui n'était pas facile, mais que si on réfléchit un petit peu, si on fait des efforts, on arrive à rentrer dans son monde. Et donc du coup, il devient plus attentif à la personne qui est en face de lui. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous interpelle et qu'il faut... j'ai aussi une cousine qui a un fils autiste, j'ai une amie qui a un fils autiste, et on en parle souvent, et dans leur démarche de mère, eh bien, il y a vraiment une démarche vers la compréhension de l'autre dans un système de réflexion complètement différent. Et ça m'intéresse. Puis j'ai travaillé d'ailleurs sur ce thème-là parce que j'ai eu à faire un commentaire d'un tableau. C'est un livre qui s'appelle Paroles d'artiste, Paroles d'autiste, réalisation d'artiste. Enfin, je ne me souviens plus. Et donc ces autistes avaient fait des tableaux. Et j'avais fait un commentaire. Et le tableau m'avait énormément touché, quoi, parce que il était très clair. Il était une sorte de cri pour dire ça. Il y a du bruit dehors. Moi, je suis dans la rivière. Ça s'appelait 3 poissons dans la rivière, son tableau. Et il y avait quelque chose comme une angoisse du monde du dehors à cause du bruit que faisait le monde du dehors. Il était dans le monde du silence. Et ça m'a beaucoup interpellé, quoi. Donc oui, je suis très attentif à ça. Merci beaucoup. Merci à vous 3-4. Merci d'avoir assisté à cette première table ronde. La suite du programme est à votre disposition sur les 2 jours. À bientôt dans une autre salle.